Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 4 mai 2024 et forcément on a une mémoire de poisson rouge comme d'habitude et on a cette capacité assez formidable finalement à paniquer ou s'angoisser sur certaines choses et finalement à trouver un chiffre qui potentiellement nous donne la solution et la voie rapide pour repartir à la hausse. Donc voilà, après une semaine de crainte, une semaine où on avait parlé de la stagflation la semaine dernière, où l'inquiétude se lisait dans les yeux des investisseurs et des traders, tout d'un coup, eh bien, on a tourné la veste parce que, alors on a mis du temps pour trouver que le discours de Monsieur Powell était accommodant, mais finalement on termine la semaine en disant ouais, c'était un super discours parce qu'il n'a pas dit qu'il allait monter les taux. Et puis on a eu des chiffres fantastiques avec les non-farm payrolls en fin de semaine qui nous montrent que finalement l'économie est plus faible, mais juste pas assez pour nous inquiéter, mais suffisamment pour espérer que la Fed baisse les taux, mais pas suffisamment pour nous faire croire qu'on était vraiment en stagflation. On fait le point sur cette semaine merveilleuse juste après ça. Donc si on reprend la semaine qui vient de s'écouler, on va devoir parler un petit peu macro et puis aussi un petit peu beaucoup au niveau des earnings et des publications trimestrielles. Alors si on attaque tout de suite avec la macro, on va mettre ça derrière nous. Ce qui est assez phénoménal, comme je le disais en ouverture, c'est qu'aujourd'hui on a décidé plus ou moins que finalement il n'y avait plus de crainte de stagflation et puis en plus, alors avec le discours de Monsieur Powell et les chiffres de l'emploi qui sont sortis vendredi après-midi, on n'a plus aucune crainte. Donc on est sur une route parfaite, quasiment parfaite, puisqu'on a un ralentissement de l'emploi qui nous soulage enfin. Et quand vous lisez les commentaires qui ont été faits durant le week-end, eh bien on nous dit ah oui, alors ça ouvre la porte à la Fed qui pourrait potentiellement baisser les taux prochainement. On est passé du jamais on va baisser les taux en 2024, il y a une semaine en arrière. Ah oui, alors parce que là il y a eu 175 000 créations d'emplois à la place des 240 000 attendus. Forcément, ça nous ouvre la porte à une baisse des taux potentielle. Donc ça rigole, on va de nouveau commencer à reparler de baisse des taux. Allez, peut-être en juillet, soyons fous. Manquerait plus que le CPI ralentisse ces prochains temps, et puis elle sera belle. Donc en gros, on est vraiment de nouveau dans le côté très optimiste, finalement avec pas grand-chose. Pas grand-chose parce que et finalement, on a eu Monsieur Powell qui a parlé mercredi. Alors, on a largement abordé le sujet, mais ce qui est ressorti du discours, en dehors du fait qu'il a quand même exprimé que c'était pas simple de voir comment ils allaient faire freiner l'inflation et comment ça allait continuer parce qu'ils n'avaient pas vraiment une vision suffisamment claire de la suite des événements. Mais il a surtout dit une phrase, c'est qu'il ne pensait pas qu'il monterait les taux dans les prochains mois. Il a exclu avec le côté conditionnel, parce qu'il est absolument pas certain, il a dit peu probable que nous soyons amenés à monter les taux. Peu probable, ça veut pas dire pas du tout, ça veut dire peu probable. Nous, il nous a fallu 3 jours pour dire, ouais, mais en gros, ça veut dire, il va jamais les monter. Donc, du coup, discours accommodant. Donc, on a mis 3 jours pour trouver que le discours de la Fed était accommodant. On est très content, et puis finalement, on termine la semaine plutôt pas mal, puisque les chiffres de l'emploi étaient donc un petit peu plus faibles. Et alors ça c'est génial, parce que ces derniers temps, on a eu des gros écarts, et c'était plutôt des écarts à la hausse, donc dans les créations d'emplois. Donc là, on est soulagé. Enfin, ça ralentit. Bon, c'est pas terrible pour la croissance, parce que si les gens ont moins d'emplois, forcément, ça sera plus compliqué, mais pour l'instant, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est vraiment trouver cette zone, et c'est ce qui ressort des commentaires des économistes ce week-end, c'est que finalement, on est juste entre c'est trop, donc l'économie est trop forte, donc potentiellement ils pourront pas baisser les taux, et puis pas trop faible pour dire ah bah finalement on a vraiment une stagflation qui se met en place. Voilà, donc en gros il y a 175 000 créations d'emplois, c'est le chiffre parfait qu'il fallait sortir pour satisfaire les deux camps, si on veut bien, ceux qui voulaient pas voir la stagflation et ceux qui veulent pouvoir envisager une baisse des taux, parce que souvent c'est plus ou moins les mêmes. Ben, en gros, résultat, on a vraiment une fin de semaine assez explosive sur des chiffres qui sont rien d'extraordinaire. N'oublions pas et n'oubliez pas surtout qu'en général, les chiffres de l'emploi sont corrigés le mois suivant. Et jusqu'à maintenant, c'est des grands spécialistes pour nous corriger les chiffres dans tous les sens. Et finalement, on peut se dire que les 175 000, dans un mois, ils pourraient aussi bien être 250 000 ou bien 100 000. En gros, on pourrait avoir un scénario qui sera complètement différent si on prend les chiffres qui seront corrigés le premier vendredi du mois de juin. Donc pour l'instant, on est un petit peu dans l'ombre, mais on s'en fout parce que de toute façon, comme on a une vision long terme qui dure à peu près 3 jours, on ne prend pas beaucoup de risques de ce côté-là. Et puis, ce qu'il faut retenir, c'est que nos angoisses qu'on avait il y a une semaine en se disant « Ouh là là, la correction est là, tendance baissière, blablabla », on va le voir sur les charts tout à l'heure, eh bien tout ça, ça s'est
envolé comme de la poudre de perlimpinpin, et tout va bien de nouveau. On est en mode bull market, on n'est pas encore revenu dans les zones de extrême confiance, on est toujours un peu dans les zones de peur, le temps qu'on fasse les sondages, mais la semaine prochaine, le grid sera de retour, plus que probablement, puisqu'en plus de ça, on a eu des chiffres trimestriels qui étaient plutôt satisfaisants. Alors les chiffres de la semaine, il y en a eu plein. Grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que les Magnificent Seven qui devaient publier, donc Amazon et Apple, ont publié plus ou moins des bons chiffres globalement. Alors Apple, oui, si on prend sur une année à la même période, c'est des chiffres sont en baisse, mais ça on le savait, ça avait déjà été anticipé, ça avait déjà été mis à l'intérieur des calculs. Ils n'ont pas parlé de l'intelligence artificielle comme on l'espérait qu'ils allaient le faire, mais par contre, ce qu'ils ont annoncé, c'est un énorme share buyback de 110 milliards de dollars, ce qui a soulagé tout le monde. Résultat, Apple est reparti à la hausse. Ça a bien sûr soutenu les marchés, soutenu les indices. Donc on était content de ce côté-là. Amazon, très bon chiffre globalement. Là aussi, grosse croissance sur tout ce qui est cloud. La même chose que Microsoft. Donc là aussi, des bons chiffres. Il n'y a pas eu des résultats qui ont vraiment coûté très très cher au marché la semaine passée. Alors il y a eu des mauvaises nouvelles. Je prends un exemple de Starbucks. Les chiffres étaient dégueulasses, les perspectives étaient très mauvaises. Et les gens sont très inquiets sur l'avenir de Starbucks. Mais qui est aussi lié à la consommation. Puisque finalement, si vous regardez un petit peu, les gens, ils achètent du café, ils vont au McDo, ils boivent du coca, et tous ces chiffres-là montraient quand même que les gens se calmaient un petit peu. Enfin, c'est pas non plus une base de référence, mais on voit quand même qu'à la place d'acheter 4 cafés par jour au Starbucks, ils vont en acheter plus qu'un ou deux. Résultat, forcément, il y a moins d'achats, moins de pression à la hausse, et du coup, grosse déception et grosse inquiétude chez Starbucks. Donc, il n'y a pas eu que du bon, mais dans les gros noms, Apple et Amazon, tout va bien de ce côté-là. Donc le bilan des Magnificent Seven est plutôt bon sur les 6 premiers qu'on publié. Et puis comme je vous l'ai déjà dit, Nvidia publiera le 22 mai. Donc d'ici là, on a encore le temps de reparler. Mais c'était encore une fois des relativement bons chiffres. Mais c'était encore une fois des relativement bons chiffres. Et on va continuer encore comme ça la semaine prochaine parce qu'il y a encore pas mal de publications. Alors les grands noms sont sortis, bien sûr. Mais il y aura quand même des Uber, des machins comme ça la semaine prochaine, des Airbnb. Donc là, on verra un petit peu aussi comment ça se passe. Pas mal de stress par rapport à Airbnb, par exemple. Il va falloir surveiller tout ça attentivement, mais ça, c'est de la musique d'avenir pour la semaine qui nous attend. Au niveau des chiffres économiques, on peut parler aussi de ce qui s'est passé en Europe. Globalement, on voit que l'inflation, elle a de la peine à baisser quand même, même si ça va un petit peu mieux qu'aux États-Unis. On a vu sur les chiffres qui sont sortis cette semaine que ça devient un petit peu compliqué à aller chercher ces 2% que tout le monde a envie de voir. En Europe, ça remontait même un tout petit poil. Donc du coup, on sent que on a un peu la même problématique que les Américains. Quand on arrive à un niveau proche des 2%, il y a un effet de rejet pour l'instant où ça ne veut pas vraiment aller beaucoup plus bas, à moins d'être en Suisse, bien sûr, puisque la Suisse a publié ses chiffres la semaine dernière avec 1,4% de taux d'inflation. Donc tout va bien de ce côté-là. Ça repartait un petit peu à la hausse quand même sur certains points, donc il y avait quand même un stress latent, mais ce qu'il faut retenir, et comme le disait un analyste la semaine dernière, il disait avec la nouvelle détente des prix de l'énergie et la poursuite de la normalisation attendue des prix des services en raison de la faiblesse de la demande intérieure, les conditions restent réunies pour que la BNS réduise à nouveau son taux directeur en 2024, peut-être même déjà lors de la prochaine réunion du mois de juin. Donc l'un dans l'autre, si on fait le bilan de la semaine, c'était plutôt pas mal. Et si on regarde les performances qu'on va regarder dans quelques instants, vous verrez globalement, c'est bien aux États-Unis, c'est vert. Par contre, en Europe, on était un petit peu dans le rouge quand même. Alors, vous le voyez, donc 4,6% de hausse sur le Hang Seng, qui est la meilleure performance de la semaine, mais ça, c'est pour des raisons de marché immobilier dans la région. Le Nasdaq qui termine en hausse de 1,43%, ainsi que le S&P 500 qui termine en hausse de 0,55%. Merci Apple qui a tiré tout ça à la hausse. Je pense que sans les bons chiffres et l'annonce d'Apple, on n'aurait pas des performances positives, en tout cas pas sur le S&P 500. Et puis autrement, vous voyez que le Semiconductor Index termine quand même dans le rouge, c'est encore très difficile pour lui. Donc encore 2-3 petits stress au niveau des semi-conducteurs. On est quand même pas mal angoissé. Cette semaine, on a eu des chiffres qui n'étaient pas exceptionnels chez AMD. On a eu des chiffres qui ont mis un peu la pression sur le secteur. Donc là encore, on s'en sort pas mal, mais c'est pas gagné. La Suisse, bien évidemment, dans le rouge, 0,6% de baisse. Le DAX en baisse de 1%, le CAC en baisse de 1,6%, le CAC qui se débat avec pas mal d'interrogations à l'intérieur du CAC, entre autres avec la sortie éventuelle de Total
et puis aussi avec les histoires de Stellantis qui ont vachement déçu au niveau des prix, et ainsi que pour la SocGen. Autrement, pour le reste, eh ben, vous noterez aussi que le pétrole s'est fait démonter, encore une fois, cette semaine. Alors, c'est un peu bizarre, on est revenu à des niveaux techniques un peu délicats, on va en reparler tout à l'heure. Mais ce qu'il faut retenir sur le pétrole, c'est que l'un dans l'autre, la détente, ou en fait la non-agression entre l'Iran et Israël a soulagé tellement les gens que finalement ils ont vendu le pétrole parce que on a l'impression qu'on est beaucoup plus rassuré, même si on sait que là-bas, la mèche peut repartir d'une seconde à l'autre. Mais on est plutôt confiant et content en ce moment à cause de ça. Donc petit retour au calme sur le pétrole qui revient à des niveaux un tout petit peu plus acceptables. Mais je sais, on va pas forcément en sentir la différence à la pompe. Sur une semaine, alors vous voyez que c'est Sonova et Geberit qui sont en tête. Logitech qui a publié des chiffres qui terminent aussi légèrement en hausse. Et puis dans le côté des perdants, les chiffres de Swisscom qui ont été appréciés moyennement. UBS qui était ex-dividende, qui termine en baisse de 1,88%. Puis autrement, de nouveau, Roche, Novartis, Nestlé, toujours sous pression. Ils n'arrivent pas à remonter, à retrouver une certaine dynamique, puisque comme d'habitude, quand ça tape, eh bien, on reprend toujours les grands noms et il n'y a rien de très très sexy qui sort, même si régulièrement, toutes les semaines quasiment, on a Novartis et Roche qui font des annonces positives sur l'évolution de certains médicaments. Roche encore la semaine dernière, sur un médicament contre la sclérose en plaques qui pourrait améliorer la vie des patients, mais rien à foutre, pour être très clair. Pour l'instant, c'est des titres qu'on ne veut pas, où il n'y a pas d'intérêt massif. Encore Novartis, ça va, mais Roche et Nestlé, pour l'instant, ça reste quand même extrêmement compliqué. En ce qui concerne les graphiques de la semaine, alors vous voyez ici que notre bon vieux SMI est toujours dans cette tendance haussière pour l'instant. On s'accroche au rideau, pour l'instant, on ne veut pas lâcher. Même si on a terminé relativement bien en fin de semaine, on a quand même une semaine où la plupart des jours ouverts, puisque mercredi c'était fermé, étaient dans le rouge. On termine sur la moyenne mobile des 200 jours qui va faire office clairement de support ces prochains temps et qui coïncide avec cette ligne de tendance. Donc il faut qu'on reste en dessus des, on va dire, 11 270, 250, ça serait pas mal. Et si on va chercher trop bas, puis qu'on casse les bas de l'autre jour, sur ce grand candlestick ici, si on vient casser les bas ici, ça pourra commencer à devenir stressant et inquiétant. Il faut vraiment pas qu'on finisse la semaine en dessous de cette moyenne mobile des 200 jours, mais j'ai envie de dire que vu la dynamique et l'envie que donne le SMI pour l'instant, rien n'est moins sûr. Le CAC 40, vous voyez donc cette flèche bleue là aussi qui fait que ça tient relativement bien. Pour l'instant, là aussi, on a un point de support au niveau des 7900 sur le CAC 40 qui vont continuer à nous soutenir. On voit très clairement que ça passe par ici et que pour l'instant, ça tient. En revanche, là aussi, si ça commence à pêcher, ça sera un peu compliqué. Alors, les points positifs, c'est que pour l'instant, les RSI sont extrêmement bas et plutôt survendus. Donc, ça devrait tenir, sauf catastrophe. En revanche, ça rigole sur les marchés américains. Alors là, vous voyez que c'est clairement pas la même photo. D'abord, on est très loin de notre moyenne mobile des 200 jours aux États-Unis. On a très bien tenu la tendance dans laquelle se trouve pour l'instant le S&P 500 encore. On a recassé et on s'est établi clairement au-dessus de la moyenne mobile des 50 jours. Et puis on termine au plus haut depuis quasiment maintenant pratiquement on va dire 2 semaines, 3 semaines. On est au plus haut de 3 semaines. On a oublié ces craintes qu'on a eues dans la période de descente, ces craintes de stagflation dont on parlait tout à l'heure. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour l'instant, on se tient bien ici. Et là, globalement, tant qu'on tient ces niveaux de support, eh bien, ça devrait continuer à aller dans la bonne direction pour le S&P 500. Et surtout, comme je le disais dans tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a une espèce d'engouement global qui est revenu sur les marchés où tout le monde est de nouveau optimiste et la crainte, la peur pour l'instant est en train de s'éloigner. Et vous voyez que le Nasdaq c'est pareil, j'ai envie de dire c'est même pire. Alors le Nasdaq a ouvert violemment à la hausse. Alors mauvaise nouvelle, on a laissé un gap, un gros gap quand même qu'il va falloir à un moment donné venir rechercher. Ça c'est l'ouverture de vendredi matin à cause d'Apple et on voit que pour l'instant on est reparti gentiment à la hausse sur le Nasdaq. Alors évidemment pour l'instant faut pas non plus fanfaronner trop tôt, il va quand même falloir aller chercher tenir ces zones là aussi. On voit cette tendance dans laquelle on est maintenant. Il va falloir tenir les bas ici au niveau des 17 000, 17 150, 17 200. Allez sur le Nasdaq, il faut qu'on tienne vraiment ici. Pour l'instant, on est bien loin de ça.
Mais attention quand même, maintenant, l'objectif sera quand même d'aller chercher les points hauts, hein, parce qu'il va falloir faire un new high. Donc maintenant, à surveiller les résistances qu'on a fait il y a quelques semaines en arrière. Il va falloir aller les chercher maintenant. Donc là, le top, on est autour des 18 000, hein, sauf erreur. 18 400, donc il faudra aller chercher là-haut pour pouvoir confirmer vraiment quelque chose de valable. Notre indicateur avancé, le SOX. Alors vous voyez, le SOX, il est toujours dans la même tendance, hein, toujours cette tendance baissière. Lui n'a pas réussi à vraiment inverser la tendance dans laquelle il s'est mis depuis début mars quand même, après le top de début mars. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'on vient buter cette résistance, eh bien on est renvoyé. Et donc là, ça tombe bien, on est juste dessus. On termine en baisse sur la semaine de 0,6, de 0,5 ou 0,6%, je ne sais plus, mais légèrement en baisse. Contrairement aux autres indices. Donc ça reste un indicateur négatif. Ça aussi, si on arrive ces prochains jours à casser à la hausse, ce sera un signe positif et une confirmation de la continuité ou la possibilité de revoir des new highs sur les indices, comme tout le monde l'attend d'ailleurs depuis quelques jours, puisque la peur, comme je vous le dis, s'en va gentiment. Le pétrole, alors vous voyez le pétrole, bon, on est bien revenu, hein, je vous le disais, détente, parce que tout d'un coup, pas de guerre, pas de tension, tout va bien. Alors là, il faudra faire attention, parce que on est dans une zone critique. Si ça se confirme, cette cassure ici, puis qu'on reste vraiment dans la zone 78, en dessous des 78, dans cette zone-là, en dessous du bas de cette tendance qui passe par les 79,50, si on reste dans cette zone-là, eh bien, ça reste quand même extrêmement inquiétant au niveau du baril. On peut facilement retourner chercher quasiment les bas 70, autour des 72, aller chercher les points bas dans cette zone-là. Donc faire attention quand même sur le pétrole pour l'instant, même si je reste convaincu que sur le moyen long terme, c'est quand même quelque chose qui va repartir à la hausse. On est simplement en train de consolider, on va dire, mais les tensions pour moi sont pas terminées. On arrive aussi à des niveaux de survente assez bas, donc potentiellement à surveiller, mais il faudrait qu'on revienne rapidement dans cette tendance haussière pour confirmer un scénario haussier, en tous les cas à court terme. On parle maintenant des vedettes de la semaine. On attaque tout de suite avec Straumann qui s'est fait démonter sur la publication de ses résultats. Alors globalement, ils ont annoncé des chiffres plutôt cool, plutôt pas mal, mais surtout ils ont annoncé que ça allait très bien du côté Asie-Pacifique au niveau des ventes. Par contre, là où le marché a retenu les points noirs, c'est que sur les États-Unis, sur le côté emerging market et le côté Middle East aussi, c'était compliqué. Et résultat, le titre s'est fait taper sur le groin et plus personne n'en voulait. Vous voyez donc sanctions. Pourtant, quand on regarde juste sur les chiffres, c'était pas catastrophique. Mais bon, voilà, on n'a pas du tout aimé le ralentissement dans certains secteurs. Vous voyez que techniquement, ça ressemble plus à rien. Par contre, ce qui est intéressant à voir quand même sur le graphique, c'est que quand on est sorti de cette tendance haussière il y a quelques mois, en mars, là, eh bien, ça commençait à affaiblir. On a vu que le marché commençait à changer de tendance, à partir d'une tendance baissière. Et là, ça va être compliqué de trouver des points de support. On a comblé les gaps. On va probablement, comme ça, j'ai envie de dire, c'est un couteau qui tombe. Et on va peut-être carrément aller rechercher de nouveau les 100 balles tout en bas. Il faudra voir jusqu'à quel moment la purge va continuer. Il faut dire qu'après la publication des résultats la semaine dernière, il y a eu la publication ici, après il y a eu des downgrades derrière et ça continue, ça va probablement encore continuer la semaine prochaine. Donc la pression vendeuse devrait continuer encore un petit peu sur Straumann. Logitech a annoncé une contraction de ses ventes récemment. Ils espèrent quand même voir un retour de la croissance ces prochains temps. Mais on sent que c'est pas la grosse conviction et par contre, ils parlent aussi potentiellement d'éventuelles acquisitions sans donner plus de détails. Vous voyez que l'annonce des résultats a donné lieu à pas mal de volatilité, mais finalement, on est retour à la case départ. Hein. Donc en haut, en bas, tu sais pas où tu vas, comme dirait l'autre. Et puis finalement, on est quand même en fin de semaine à 76,25. Alors on voit que la moyenne mobile des 200 jours a fait son office et a bien tenu le choc pour l'instant. Mais on voit aussi que la moyenne mobile des 50 jours a fait le sien. Donc pour l'instant, on est dans un range et on a de la peine à trouver vraiment un point de sortie. Et si vous avez un ralentissement de la croissance aux États-Unis, ce que nous a laissé entendre les derniers chiffres qui ont été publiés cette semaine, eh bien forcément, ça risque d'être un petit peu pénible pour Logitech, donc à surveiller. Mais l'enthousiasme, en tout cas moyen long terme, était relativement faible. Ohrdorff, alors Ohrdorff, on n'en parle pas souvent, voire pas du tout. Je crois pas en avoir parlé récemment. D'ailleurs, je me souviens pas vraiment avoir entendu parler beaucoup de Ohrdorff ces derniers temps. Néanmoins, Ohrdorff a annoncé, mais il y a leur nouvel actionnaire qui s'appelle New
Newlat détient désormais 11% dans la société et ils sont en train de lancer un gros plan de restructuration, un gros plan de redynamisation de la société. Résultat, tout le monde s'est emballé. On parle pas de takeover, mais en tout cas de gros plans de restructuration. L'actionnaire est un actionnaire italien, hein, donc du coup... projet de relance, gros enthousiasme, et sur l'annonce, le titre a pris 257%. Ah bon, ça valait un bal, je suis d'accord, mais quand vous voyez là où se traite le titre aujourd'hui, eh bien, je pense qu'il y en a quand même 2-3 qui devaient être bien informés et qu'on fait profiter pour faire monter la mayonnaise, parce qu'il y avait beaucoup d'argent à se faire la semaine dernière sur Ordoff, quand on voyait le comportement du graphique. Vous voyez qu'on est allé, il y a encore une semaine en arrière, ça valait 1 franc 38 et aujourd'hui, ça traite autour de 9,70 après être passé jusqu'à 16 francs sur le titre. Alors, je vous montre le graphe pour montrer que c'était quand même assez impressionnant. Ce qui est assez impressionnant, c'est que là, il n'y a pas les volumes, mais si on met les volumes dedans, il y a eu des pics de volume assez importants déjà là. Donc, encore une fois, il y a, comme d'habitude, dans ce genre d'affaires, il y a toujours des gens qui sont mieux informés que les autres ou plus égaux que les autres dans le marché. D'où l'explosion de Ordoff. Donc, à suivre. Gros plan de restructuration, mais pour l'instant, je pense qu'il y a aussi pas mal de gens, vu les déclarations de Newlat, qui se sont dit, bon les gars, ils ont 11% du capital, ils vont certainement racheter le reste pour racheter la société, d'où les intenses spéculations qui tournent autour de Ordoff pour l'instant. On peut parler de Neuron aussi, laboratoire pharmaceutique, qui a annoncé avoir fait des progrès sur son traitement contre la schizophrénie, traitement qui pourra certainement être appliqué au marché financier à un moment ou l'autre, puisque, voilà. Donc c'est pas la première fois qu'on en parle, mais pour l'instant, il y a déjà eu un réchauffement au tout début de l'année, ça s'est dégonflé derrière, et là, ils reviennent en reparler de nouveau, mais vous voyez que entre deux, le titre avait quand même était monté de quasiment 4,50 jusqu'à 11, puis redescendu à 6,50 et maintenant on remonte à 9 francs juste sur ces bonnes déclarations et ces déclarations encourageantes au sujet de ce traitement contre la schizophrénie. Swisscom a annoncé un bénéfice net plus élevé pour l'année, pour le premier trimestre 2024, malgré que les revenus sont un peu diminués en raison de l'impact du taux de change ces derniers mois. Et puis aussi vu la part importante qu'elle détient dans Fastweb en Italie. Bref, en gros, ça n'a pas super plu en termes de résultats, on va dire ça comme ça. Il n'y avait pas un enthousiasme débordant, et en ce moment, quand il n'y a pas un enthousiasme débordant lors de la publication d'un chiffre, eh bien, le titre est sous pression. Alors, vous voyez, ça se passe de commentaires, hein. Après l'histoire de rachat l'autre jour, eh bien, ça a fait exploser le titre. On est retour de nouveau à la case départ. Et puis, on finit exactement, ou à peu de choses près, exactement sur le bas que nous avions fait en février. Hein, donc, ce candlestick vert de retournement qu'on a ici, eh bien, on a fait exactement le point bas, et c'est là où on clôture sur la semaine, après avoir fait une exagération à la baisse. Alors, est-ce que les gens vont en profiter pour réaccumuler du Swisscom? Perso, c'est pas une action que je chéris ou que j'aime, parce que je crois que j'ai jamais gagné 10 balles en traitant Swisscom. Néanmoins, on a vu quand même aussi ce biseau qui avait été construit sur Swisscom, qui avait été cassé avec une sortie violente à la hausse. Et bien là aussi, on revient tester le biseau. En plus, vous avez ce point de support avec l'ancien plus bas. J'ai envie de dire que peut-être il y a un truc à jouer pour jouer le rebond de Swisscom. C'est semaine prochaine. Et puis, on terminera cette semaine avec BB Biotech. Alors, BB Biotech, j'avais un peu zappé la semaine dernière, mais il y a eu la publication de leurs chiffres pour le premier trimestre 2024. Chiffres qui renouaient avec les chiffres verts. Donc plutôt encourageant pour BB Biotech, pour avoir fouillé un petit peu dans l'histoire de ce qu'ils ont dit, annoncé et déclaré ces prochains temps. Eh bien pour l'instant ils sont très optimistes sur l'avenir, avec pas mal de recherches qui aboutissent dans certains types de produits. Et puis on entend aussi de plus en plus parler de la biotech. Alors c'est toujours un truc assez intéressant à jouer en Suisse, parce que finalement c'est un bon moyen de s'exposer à la biotech, parce qu'à l'intérieur il y a beaucoup de biotech américaines à l'intérieur de BB Biotech. Ils ont eu des périodes difficiles l'année dernière, le management s'exprime de manière un peu plus positive aujourd'hui, et puis n'oublions surtout pas qu'ils ont toujours une politique de dividendes relativement attrayante. Je crois qu'on est autour de 5% de dividend yield sur BB Biotech, donc c'est plutôt pas mal pour la suite. Le titre est pas excessivement cher, et si on regarde le graphique, alors BB Biotech, vous voyez le graphique à l'instant. Alors après cette grande période de tendance descendante sur BB Biotech, là on arrive en train, j'ai envie de dire, en train d'essayer de faire un fond quand même. Si on va essayer de chercher peut-être un biseau descendant en se positionnant comme ça,
Tac, et ben là on est plutôt sorti. Donc là un peu à l'image que je vous montrais le graphique tout à l'heure sur Swisscom, et ben là on est en train de revenir tester les bas. Peut-être quelque chose à jouer, alors peut-être pas tout de suite, hein, quand même un risque potentiel si on pourrait aller chercher les 35 francs, mais à partir de là peut-être rejouer le rebond. Et puis encore une fois, je vous dis, ça fait pas mal de temps qu'on ne parle plus beaucoup de la biotechnologie et j'ai un peu l'impression que là il y a peut-être quelque chose à jouer. On sait quand même que la biotechnologie en général c'est plutôt des mouvements plutôt cycliques, donc jeter et conserver un œil là-dessus. Moi je commencerai à mettre les pieds dedans autour de 40 francs et puis si on retourne en direction des 35, je remettrai une deuxième couche à l'intérieur. Voilà ce que l'on pouvait retenir de cette semaine. La semaine qui s'annonce va être courte encore une fois puisque jeudi c'est fermé, donc il y aura encore probablement des gens qui vont faire le pont, donc ça risque d'être relativement calme. Il y a peu de chiffres économiques qui seront publiés. En revanche, il y aura beaucoup de chiffres trimestriels qui seront publiés. En l'occurrence, UBS d'ailleurs publiera, Geberit publiera la semaine prochaine. Donc ce sera les événements principaux qu'on regardera nous en Suisse. Et puis pour le reste, aux États-Unis, on va continuer, comme je vous l'ai dit, à regarder tous ces noms-là qui apparaissent à l'écran, tous ces gens-là qui sont encore qui peuvent encore faire bouger les marchés, pas aussi fort que Apple ou le reste des Magnificent Seven, mais en tout cas, c'est ces quelques noms qu'il faudra retenir pour la semaine prochaine. Moi, en ce qui me concerne, je vous retrouve demain matin pour un Morning Bull Live, comme tous les lundis, comme tous les jours d'ailleurs, sauf que la semaine prochaine, je ne serai pas là mardi matin non plus, je vous le redirai demain matin, mais mardi matin, je ne suis pas là, mais je serai de retour mercredi. Jeudi, ce sera l'Ascension, et puis vendredi, si ça vaut la peine, je serai de nouveau là pour refaire le Morning Bull, et puis ensuite le Swiss Bliss la semaine prochaine. Voilà, dans l'intervalle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la commenter, et de revenir, bien sûr, me voir demain matin. Allez, très bon dimanche à tous. Bye bye.